Chapitre 13. Enfin, l'automne commença à suinter dans les maisons et les étables. C'était une odeur comme quand on a ouvert toutes les boîtes d'herbes à tisane, et Jourdan regarda vers le dessus de la cheminée, les boîtes étaient fermées. Cependant l'odeur était là, elle faisait penser à des litières, à des campements dans les bois. 1, 2, 3, 4, puis tous les érables s'allumèrent, ils se transmettaient la flamme de l'un à l'autre. Les yeuses restaient vertes, les chênes restaient verts, les bouleaux restaient verts. De larges assemblées d'arbres gardaient leur paix et leur couleur, mais de loin en loin les érables s'allumaient. Il y avait aussi une petite liane presque clématite, mais moins ligneuse. Son audace d'été l'avait emportée jusque sur le toit de la forêt. Elle avait fait toute sa vie là-dessus, étendue sur les feuillages, l'amour, les graines. Elle s'était accrochée partout avec toutes ses vrilles. Elle était mariée à plus de 100 espèces d'arbres. Elle commença à jaunir, puis à sécher, et au bout de 2 ou 3 jours, elle était morte. Le temps restait au chaud. Le soleil passait un peu plus bas, le ciel restait pareil, mais la petite liane était morte, voilà. Et pourtant, pendant tout l'été, elle avait supporté le poids des oiseaux et l'ombre des nuages. Jacou, un soir, était assis dans la cuisine. La soupe bouillait, il était seul. Barbe était allée chercher du persil. Honoré finissait de labourer, Joséphine et les enfants étaient allés au puits. La porte était ouverte. Chaque soir, le ciel était magnifique. Le soleil se couchait après toute une grande bataille. Jacou était assis et il écoutait. Il entendait marcher dehors. C'étaient des raclements comme quand on marche en traînant les pieds. Ça s'arrêtait, puis ça reprenait. Il y avait un peu de vent, le peuplier se balançait. Jacou se dit « Qui ça peut être ?» Il pensa à un des petits-enfants, puis à Honoré, peut-être arrêté là, dehors, en train de regarder le ciel lui aussi, puis à Barbe, et même il lui cria doucement « Oh, ma vieille !» car le temps portait à la tendresse et à l'inquiétude. Mais rien ne répondit et ça resta un moment tranquille, puis ça recommença à marcher. Jacou avait envie de se dresser et d'aller voir. Loin dans les champs, Honoré cria au cheval. Le ciel semblait une prairie de violettes. Enfin, une énorme feuille d'arbre apparut sur le seuil. Elle était sèche, le vent l'avait arrachée à la forêt et emportée. Il l'avait posée sur l'herbe et depuis il la poussait doucement vers la maison. Jacou se dressa, se baissa, prit la feuille et la regarda devant, derrière. Il ne la reconnut pas tout de suite. Elle était morte, dure comme de la peau d'âne. C'est après qu'il la reconnut pour être cette feuille solitaire que les vieux chênes élargissent au bout du dernier rameau de l'année. Jacou jeta la feuille dans le feu. Barbe revint avec son persil, puis Joséphine avec l'eau et les enfants. On était presque à la fin des labours pour cette année. Honoré versa la dernière terre. Il arrêta le cheval, il essuya le soc avec sa main. La motte était collante et grasse. Il avait moins labouré que les années précédentes. Le vieux avait sans doute son idée. Il avait désigné seulement 2 champs au lieu de 4. Sur les traces de la charrue, le sol fumait. Honoré regarda sur le large plateau. Loin, vers Mouillac et vers la Jourdane, il vit aussi un peu de vapeur de labour. Au fond, c'était ainsi plutôt fini. Voilà l'hiver qui allait venir, les bécasses criaient dans la vallée de l'Ouvèze. Ce qui trompait, c'est que d'habitude on finissait plus tard. La forêt était encore épaisse, et le ciel embrasé reposait sur le feuillage vert des yeuses et des frênes. Le cheval était fatigué, il suait, il frissonna et éternua en secouant les harnais. Il valait mieux rentrer tout de suite. On n'a pas l'air de s'en apercevoir, nous, avec nos vestes et nos pantalons, mais elles, les bêtes, toutes nues, elles sentent bien si le froid vient, s'il arrive ou s'il est là. D'autant qu'une fois déjà, ce cheval avait toussé. Il avait fallu ouvrir le livre et faire un seau de tisane. Les autres années, quand on finit le travail, on n'a pas besoin de l'indication du cheval, on le sait soi-même qu'il fait froid.
Le vent de la montagne vous frappe en pleine figure. L'hiver, ici, commence toujours par de gros vents. Commence, je veux dire, très à l'avance. Ça n'est pas encore officiel au calendrier, mais on est obligé de se chauffer, et on est content d'avoir fini le travail dehors. Cette année, il fait encore tiède, et sans la sueur et la fatigue, le cheval même ne se serait pas aperçu du tour que les choses prennent là-haut dans les étoiles. Les brouillards qu'Honoré avait aperçus du côté de la Jourdaine n'étaient pas des embruns de labour, mais bien de la fumée de terre. Bobby passait la herse. Il avait dit à Jourdan « Repose-toi, je vais le faire. »« Mais tu ne sais pas. »« Justement, dit Bobby, toi tu sais, ça ne t'amuse pas, moi ça m'amuse. Toi, regarde un peu là-haut ces nuages qui sont comme des montagnes. Assieds-toi. Imagine que tu es en train de les escalader pour aller là-haut dans cette forêt blanche piégée des petites biches. » À un moment, comme il n'y avait pas de bruit, il avait arrêté la herse pour regarder le vol des pluviers. Il entendit galoper dans la forêt. Un peu après, Aurore sortit du couvert des arbres. Elle montait toujours sa jument pommelée. Elle aperçut Bobby, elle tourna bride et rentra sous bois. Lui, il secoua les rênes de corde et il dit « Allez, coquet, au travail !» Et il recommença à se promener dans le champ à côté de la herse. Une fois au bout, comme il se retournait, il aperçut à travers les feuillages la forme blanche, immobile de la jument. « Allez, coquet !» Il recommença à monter vers la forêt, au pas du travail. Il fit ainsi 2 ou 3 fois l'aller-retour. Le fantôme blanc de la jument était toujours immobile sous l'abri des feuillages comme une grosse fleur de pommier. Enfin la cavalière se décida à sortir du bois, elle s'avança dans le champ, elle s'arrêta à quelques pas devant Bobby. « Je vous défends, dit-elle, d'avoir ces regards qui ont l'air de connaître et de savoir. Ne vous imaginez rien d'autre que ce que je vous dis. Je vous déteste. On ne peut pas avoir d'estime pour vous. Vous êtes plus vil qu'une chenille. Vous n'êtes pas digne d'être aimé. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est que l'amour et comme on est sans défense. Vous n'avez même pas le droit d'y penser. Quand on est comme vous, on se demande d'abord si on a le cœur capable. C'est de la plus simple honnêteté. Mais vous n'êtes même pas honnête et la rivière a plus de cœur que vous. Si j'étais sûr de pouvoir vous rendre malheureux, je vous maudirais. » Depuis un moment, elle frappait le ventre de sa jument à coups de bâton, mais en même temps, elle tirait les guides et la bête dansait dans la terre poussiéreuse. Elle rendit la main. Il la regarda fuir, il essaya de comprendre pourquoi cette fille fuyait avec tant de rage et pourquoi elle avait parlé. Les bois et les champs faisaient silence. Le bruit du galop s'éteignit dans les terres molles vers Fra Joséphine. Bobby rentra à la ferme. Jourdan s'était assis au bord du seuil, juste en face du couchant. « Je n'avais jamais vu l'automne, dit-il. Ce n'est cependant pas le premier. Je n'avais jamais eu le temps. » Bobby revoyait Aurore monter sur sa jument pareille au ciel de mai. Tout le temps qu'elle avait parlé, ses yeux avaient évité toutes les choses terrestres et elle regardait dans les lointains où les montagnes élevaient au-dessus de la brume leur territoire de rêve. « Il y a, dit Jourdan, des quantités de choses dont je ne m'étais jamais aperçu. Des détails, mais c'est très important. » Bobby s'était assis à côté de lui. Machinalement, il bourra sa pipe. Il la garda à la bouche, sans l'allumer. Il paraissait y avoir une difficulté. C'était bien vrai qu'il n'avait jamais aimé. Ce mot était fade comme de la bouillie de pain. Il sentait que depuis quelque temps, exactement depuis ce soir de l'été passé, où il était allé aider les moissonneurs, son corps s'était mis à brûler à 2 ou 3 endroits très précis. Il sentait la brûlure et une douleur sourde, pas physique, mais toute rattachée au cœur. Il entendit encore Aurore qui disait « La rivière a plus de cœur que vous. » C'est très exactement ce soir-là, parmi les javelles répandues, qu'il avait senti pour la première fois son corps douloureux. Il pouvait dire son cœur douloureux, c'était la même chose. Il n'y avait que des hommes dans les champs, c'était dans les éteules de Jacou, la récolte était maigre, les hommes avaient chanté, ils chantonnaient encore, ils avaient les bras luisants, le visage noir comme un plomb d'être resté à la rage du soleil. Tout le blé était par terre, il se souvenait très bien. Ça avait été soudainement comme une annonciation.
Une chose attendue depuis longtemps, peut-être depuis toujours, était arrivée, s'annonçant par des odeurs de paille sèche, de farine et de soleil. Il s'était redressé, il avait regardé le champ. La forêt d'épis était renversée par terre. Il avait envié Honoré et Jourdan, et Jacou tout vieux. Il avait pensé à Karl, avec Madame Karl, à Randoulet, avec Honorine, ces maisons douces, ces lits. Il avait eu soudain besoin d'un abri pour son corps, pensant moins à ces maisons et à ces lits qu'à un désir qui l'avait brûlé soudain en entendant craquer les grains du blé maigre, le désir d'être abrité sous une main qui vous caresse le visage. Ah! Le corps est comme la terre. Il fait ses propres nuages et il gémit sous les orages qui naissent de lui-même. La joie est difficile. Il y a une grande difficulté. Je m'aperçois, dit Jourdan, que cette saison c'est comme du temps où il y avait des bandes de loups autour des villages. L'important, c'était de savoir pourquoi Aurore avait parlé. Pourquoi elle avait parlé avec cette voix brutale et mauvaise? Pourquoi elle avait parlé sans se laisser le temps de réfléchir? Il y avait un grand mystère. Aurore, il faudrait savoir pourquoi tu vis si vite. Pourquoi tu mets toutes tes forces à vivre vite. Cette vitesse qui t'a séché, durci les joues, saoulé les yeux, et de temps en temps tu détournes la tête pour respirer une large fois à la façon des femmes paisibles. Une fois, une seule fois. Tu dois bien boire, alors, comme nous, l'odeur du pays et de la saison. Le parfum, la couleur et la forme des choses doivent bien pénétrer en toi, Aurore. Alors pourquoi fuis-tu? Ou peut-être n'est-ce pas une fuite, Aurore, et es-tu emportée irrésistiblement vers quelque chose? Dis-moi. Sais-tu, Aurore, qu'on ne peut jamais dépasser l'horizon? Si vite qu'on vole, si puissant qu'on soit, si résolu qu'on ait la tête, et si coulant que soit ton beau corps souple, chaud, brun, et juste que j'ai tenu une fois ou deux dans mes mains, à peine tenu, le temps de te toucher, de te lâcher, si bien construite que tu puisses être pour pénétrer dans les magiques horizons, jamais tu ne les dépasseras. Là où tu es, là où tu restes, là où tu demeures immobile, le monde est pareil à celui que tu désires. Il y avait, dit Jourdan, des bandes de loups autour des villages. Et si j'y pense, c'est que cette saison est une saison d'inquiétude, et que ce temps, à cette époque, était un temps d'inquiétude. Tu ne t'en souviens pas parce que tu es plus jeune. Au fond, tu es de quel pays? De la montagne? Tu as dû connaître alors. Non, mais j'ai entendu parler. Il y avait, dit Jourdan, un coteau planté de frênes, puis des prairies et une bordure faite avec des bouleaux les plus beaux que j'ai jamais vus, comme tous les arbres qu'on voit dans sa jeunesse. J'avais 3 ans. La nuit, à 4 heures du soir, seuls, ma mère et moi, la porte fermée, le verrou, le double verrou, et le mot. Sans ce mot, mon père même ne se serait pas fait ouvrir. Les loups commençaient à hurler. Ma mère venait s'asseoir, je me mettais à genoux devant elle. Elle ouvrait ses jambes, j'enfonçais ma tête dans ses jupes. Elle fermait ses jambes. Je n'entendais plus rien. Tu n'entendais plus? Dit Bobby. Plus rien. Elle me caressait les cheveux. Le soir était devenu comme du plomb. On ne pouvait plus oublier les mots d'Aurore. Tous les jours, Bobby regardait vers l'orée du bois, il y voyait seulement les progrès de l'automne. Il avait beau écouter, il n'entendait plus galoper la jument pommelée, ou alors c'était très loin, du côté de la lande, là où la terre est sonore. Ça pouvait être la jument comme ça pouvait être autre chose. Tout le monde attendait des temps propices pour semer. On avait préparé les semences, mais pour l'instant il y avait encore trop de vent, surtout des vents fous, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Rien n'est si mauvais. Ça entasse les grains dans le même endroit, ça vous vole les grains dans la main, ça fait de votre champ une sorte de bourg vilaine avec des touffes et des pelades. On avait bien décidé de moins semer, et justement pour cette raison il fallait le bien faire. C'était agréable de regarder le temps, se dire « non, pas encore aujourd'hui », et puis savoir qu'on n'est pas pressé et que tous les moments de la vie sont bons à vivre, même ceux pendant lesquels on n'a rien et qu'on attend d'avoir. Même quand on a quelque chose à faire et que c'est pressé. Pourquoi pressé? Le vent faisait fumer la terre sur tous les champs hercés. Il charriait aussi de grands vols de feuilles arrachées à la forêt. Randoulet arriva.
Ah, dit-il, les amis, la semaine prochaine, moi je m'en vais. Où vas-tu? Vous le verrez. Il avait cligné de l'œil et il avait fait sa bouche gourmande. Quand il se réjouissait, tout le monde pouvait se réjouir. Bobby fit quelques pas dans le champ pour aller ramasser une feuille d'arbre. Le vent venait d'en renverser plus de 1000 au milieu du herçage bien propre. Oui, c'étaient des feuilles d'alisier. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde ces feuilles parce qu'en bas d'habitude il y a la tige du fruit et des fois le noyau sec. Toujours le noyau sec. Les oiseaux ont mangé le reste. Je pense, dit Bobby, qu'il faudra laisser ces feuilles dans les champs si on en trouve, et même chaque fois les enterrer un peu. Un coup de talon, c'est vite fait. Ils étaient à ce moment-là devant le champ de Jacou. Je pense, dit Bobby, qu'avec ce noyau sec, un arbre peut se refaire. Ça a l'air d'être une sorte de mécanisme qui marche seul. Les oiseaux mangent la chair, le noyau reste, il ne pèse plus rien, le vent l'emporte, l'arbre se sème. Ici, c'est entre les deux forêts. Si ça se mettait à pousser un peu par ici, ça ne serait peut-être pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? J'aimerais vivre assez pour voir ça, dit Jacou. Maintenant qu'il y avait eu 2 ou 3 rosées de nuit aussi abondantes que des pluies, les herbes s'étaient mises à rouillir. On s'apercevait subitement que toutes les terres de Randoulé, les grands prés du jas de l'érable, les bas marécages et la lande d'osier avaient été laissés sous le premier regain. Tu n'as pas fait la 2e coupe? Non, il cligna de l'œil. On le sent, dit Jacou. L'odeur de l'herbe est plus forte que les autres années. Ça doit être mûr et archi-mûr. C'est mûr et archi-mûr, dit Roulet, et il cligna encore de l'œil. En se tournant du côté des terres de Randoulay et quand le vent venait de là, on recevait une odeur d'herbe rouille, épaisse comme une odeur de bergerie. Randoulay cligna encore plusieurs fois de l'œil en regardant les uns et les autres. « Si j'ai seulement 3 jours de beau, dit-il, la semaine prochaine, moi je m'en vais. » Quand on laisse un pré comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il se feutre, on perd tout ce qui s'est trop allongé. Si on part de la graine, disons qu'on perd tout ce qui se trouve entre la graine et les racines, mais on garde la graine et les racines. Et le reste, on ne peut pas dire que ce soit perdu, ça fait feutre. C'est un moyen sauvage, mais dans les terres sauvages de la très haute montagne, on le fait, et au tout premier commencement du printemps blanc, l'homme sauvage gratte le givre. Dessous, le feutre, il trouve l'herbe neuve, fraîche, verte, douce, tendre, de quoi affoler les moutons. Remarquez qu'en ce même temps, l'herbager des plaines, qui a fait ses coupes habituelles, on pourrait lui dire « Trouve-moi une herbe ou je te tue ». Il serait obligé de se laisser tuer. « Nous, dit Jacou, je crois que la semaine prochaine nous pourrons semer à notre aise. » Il y avait en effet dans les hauteurs du ciel de petits nuages très gais, blancs et ronds comme des fleurs et qui ne bougeaient pas. Cela voulait dire que le calme était déjà là-haut, et que peu à peu il allait descendre et aplatir le vent. Il regarda les feuilles d'alisier dans le champ. « Je me figure, dit-il, ce que ça serait ici avec 2 ou 3 bouquets d'arbres. Ça met combien? Un alisier met 5 ans, dit Honoré, mais il y a une chose qui poussera plus vite. Il se baissa pour regarder de près la terre hercée. Regarde, ils s'accroupirent à côté de lui. À certains endroits, dans les plis de la terre, et ces plis étaient un peu noirs d'humidité et vivants, il y avait une petite mousse verte. Vue de près, quand on prenait au bout de son doigt, ça se montrait être des graines. C'étaient de petites graines, les unes en forme d'étoile, les autres en forme de lune. Il n'y en avait que de cette forme, toutes pareilles aux habitantes du ciel. Des étoiles à 5, 6, 7 ou 8 rayons, des lunes rondes ou en croissant, toutes avec cette lueur verte des étoiles. Ils en prirent dans la paume de leurs mains. Jacou, du bout du doigt, essaya de les isoler par race. Il y en a de 4 ou 5 races. Des herbagères, dit Randoulay. C'est de la fétuque. Il désignait une petite graine étoilée à 5 branches. Et ça, du silène, et ça, de la volaire, de la saponaire. Celle-là, ça doit venir des bords de l'étang. Ça, c'est sûrement de l'avoine bâtarde, et ça, du caillet, et ça, du gratron. Ça, je ne sais pas. Le vent n'a pas attendu la semaine prochaine. Il sème seul. Oui, le vent sème,
Ça vient de mon jas, dit Randoulet. C'est de mes herbes, je vous les recommande. Ils restèrent un moment tous sans rien dire, à calculer. Jourdan et Bobby rentrèrent à la Jourdaine à travers le vent d'automne qui semait les arbres et les herbes. On ne pouvait pas oublier les mots d'Aurore. Il y eut quelques jours durs et laiteux comme du marbre. Enfin, ce fut un beau matin, un grand temps immobile. La nuit d'avant, il était arrivé à Bobby une chose extraordinaire. Il avait eu un rêve, et il avait vu le cœur de la rivière. D'habitude, il ne rêvait jamais, ou bien de ces petits rêves que tout le monde fait et pendant lesquels on court avec les jambes pliées, ou bien on tombe dans des trous qui sont le réveil. Mais cette fois, c'était un vrai rêve. Ça devait vouloir dire quelque chose. Il y avait une rivière, elle était tranchante de bord comme un couteau. L'eau au bord était mince et d'un bleu noirâtre comme les lames de mauvais couteaux. Bobby avait reculé instinctivement ses pieds. Au milieu de la rivière, l'eau s'abaissait et se soulevait. Cette rivière ressemblait à l'Ouvèze et à 5 ou 6 rivières que Bobby avait vues, mais principalement à l'Ouvèze. Elle avait la même voix, et puis cet air de fraîcheur et cette ombre. À l'endroit où l'eau était émue, Bobby avait vu dans les profondeurs le cœur, un gros cœur comme un bœuf de la forme des cœurs, rouge, plein de sang pointu et battant. Plouf, plouf, plouf. Il s'était réveillé. Il s'était souvenu de la parole d'Aurore. La rivière a plus de cœur que vous. Ce qui l'inquiétait, c'était ces bords tranchants et cet air méchant de la rivière. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Il resta éveillé jusqu'au matin, il ne pouvait plus s'endormir. Il essaya, mais il pensait à la rivière, au cœur puissant. Il n'y avait pas de bruit dehors, ni de vent, ni de bête, et le jour se leva immobile et solide comme une montagne de verre. « Où est le petit sac de riz ?» demanda Jourdan. « Lequel ? Celui qu'on a vidé, le blanc. Derrière la huche. Et il n'y est pas. »« Il y était, dit Marthe. Qu'est-ce que tu veux en faire ?»« Il est plus commode, dit Jourdan, je vais semer. »« Il tient moins. » Jourdan se retourne. Il tient son boisseau. On ne peut pas expliquer aux femmes cette vieille chose qui veut que l'homme désire un sac propre pour les graines qu'il sème. « Le temps est de faire, » dit Jourdan. Jacou est déjà parti, il fait de grands pas. Honoré le suit, puis le valet qui pousse la brouette. Le beau temps avait l'air de tenir un grand large. On ne voyait pas le plus petit nuage, on ne sentait pas de vent, le bleu du ciel était aussi pur et aussi profond qu'en été. Il était à peine un peu décoloré, là, à l'endroit où il touchait l'horizon, mais il était si lisse et si dur que même là, sans brume et sans fumée, il portait le reflet de cuivre des forêts et des terres. Il faisait frais. Karl était sorti. « On s'aime aujourd'hui ?» demanda le fils. « On s'aime aujourd'hui, » dit Karl. Ils rentrèrent dans la cuisine. « On s'aime aujourd'hui, » dirent-ils. Madame Karl monta au grenier. Le grain était beau. Elle en prit dans sa main. L'homme de Fra Joséphine était au champ depuis l'aube. Il retourna à la ferme, il reparut, il portait un sac. Il le jeta par terre à la limite de son champ. Il retourna en chercher un autre. À ce moment-là, sur le large du plateau, il y avait 8 hommes. Karl, le fils, l'homme de Fra Joséphine, Jourdan, Bobby, Jacou, Honoré et le valet. Ils étaient loin les uns des autres. Il y avait le plateau, puis d'un côté la vallée de l'Ouvèze et de l'autre côté la plaine de Roum. La vallée de l'Ouvèze, quoique étranglée, ombreuse et charruée d'épaisses avancées de chênes verts, avait aussi des champs. Ces champs avaient des formes biscornues, d'ici mangés par les bocteaux, de là flottés par des chemins muletiers, de là effondrés dans des carrières de grès, d'ici déchirés par la rivière. La terre était en pente ou soulevée par des verrues des premières collines. Au milieu ou au bord de ces champs, il y avait les pierres ramassées sous la charrue ou sous la herse. Des tas hauts, comme des maisons, tous en pierre de galets, éblouissantes sous le soleil. Les hommes arrivèrent là aussi. Il en venait des petites fermes, pauvres, perdues dans les collines. Ils venaient à pied avec les femmes portant des sacs, des enfants portant des sacs faits à leur taille et à leur âge. De temps en temps, ils se reposaient sous les plus grands chênes. On en voyait des groupes qui se reposaient, d'autres qui marchaient à la file indienne dans les chemins. Puis,
Ceux-là se dressaient et repartaient vers leurs champs. Ceux-ci entraient sous des ombrages, et tous, peu à peu, s'approchaient des champs propres. La plaine de Roum est large, blonde et à perte de vue sous le soleil. Si on ne voit pas la ville, c'est qu'elle est très loin de l'autre côté, là où commencent d'autres collines, d'autres montagnes, d'autres vallons avec de l'ombre, des sources, des arbres verts et des échos. En cette saison, la plaine est toute blondeur. Champs, vergers et vignobles, il y a de grandes routes qui vont dans tous les sens. De temps en temps, à une croisée de chemins, un bosquet de peupliers chante. Là-dessus est aussi le grand temps calme. Les hommes étaient partis de la ville avec des camionnettes, avec de bons chevaux trotteurs. Les garçons avec des motocyclettes, le sac de semences attaché aux tansades. On voyait mal le grand beau temps de dedans la ville, car il y avait des usines de pâtes alimentaires qui fumaient. Mais on l'avait pressenti. À l'air libre, tous ceux qui étaient sortis de la ville s'aperçurent que le temps était vraiment comme cimenté avec de l'eau glacée. Puis la poussière des routes et des chemins se mit à fumer. Ils arrivèrent dans des champs. Les emblavures étaient loin de la ville, au large, plates, un peu revêches, portant le grand soleil sans une ombre ni un espoir d'ombre. Dans certains endroits, ils arrivaient, 10 dans une camionnette, 10 semeurs. Le camion suivait avec les sacs de semences. Il y avait un contremaître. Il disait « toi là et toi ici ». Il comptait les pas entre chaque semeur. Il leur disait « fais voir tes bras ». Le semeur déployait son bras. Le contremaître jugeait s'il devait placer les hommes à 1 pas, à 2 pas ou à 3 pas l'un de l'autre suivant la longueur de bras. À d'autres endroits, ils étaient 5 ou 3 ou 20. Et alors le patron arrivait. Il attendait seul au bord du champ. Il avait sa voiture automobile. Il était descendu et il avait fait claquer la portière. Il attendait. Puis il s'avançait des camions qui avaient apporté la semence. Il se faisait montrer les graines. Le contremaître en prenait dans sa main. Le patron se penchait sur la main. Il ne touchait pas. Il disait « Manitoba ou Florence ?» À d'autres endroits, il y avait des semoirs mécaniques, mais seulement 10 ou 12 parce que la main-d'œuvre est très bon marché dans ces plaines riches, isolées au milieu des grands pays sauvages. Le semoir mécanique est toujours un gros débour. Il n'est pas toujours facile de l'amortir. Le temps commande. Tandis que le bras, quand on le veut, on l'a. Quand on ne le veut pas, on le laisse et entre-temps, il ne coûte rien. Il va où il veut avec son propriétaire, qui en a la garde, qui en a la charge, comme Dieu l'a dit. On pouvait estimer à 150 les semeurs de Louvèze et à plus de 600 les semeurs de la plaine de Roum. Ici, sur le plateau, 8. Les grains étaient prêts. Jacou regarda le ciel. Il avait la première poignée de graines dans son poing. Il regarda le ciel. Jourdan regarda le ciel. Bobby aussi. Karl, le fils, le valet, Honoré, l'homme de Fra Joséphine. C'était l'instinct. Sur le large du plateau, ils étaient maintenant debout, loin les uns des autres, mais debout et la première poignée de graines dans leurs mains. Oui, tout avait l'air d'aller. Le ciel, la terre, l'air, la graine, la main, la tête, l'envie. Jacou, balançant son bras, lança sa première poignée de graines. Il fit 1 pas. Jourdan lança sa poignée. Bobby, Honoré, le valet, Karl, le fils, l'homme de Fra Joséphine, les 8 s'étaient mis en marche sur le plateau. Dans la vallée de Louvèze, les 150 regardaient le ciel, puis un lança le bras, puis 2, puis 20, puis 100, puis 150, et ils se mirent tous en marche dans les champs de la vallée de Louvèze. Dans la plaine de Roum, les contremaîtres criaient, les garçons de service couraient au camion pour apporter les sacs de graines à pied d'œuvre. Les semeurs étaient à leur place, eux aussi, ils regardèrent le ciel. Ils ne semaient pas pour eux, on aurait même pu dire qu'ils semaient contre eux, mais ils avaient la poignée de graines dans leurs mains et la graine a une vieille force électrique qui traverse les peaux les plus coriaces et illumine les cœurs les plus sauvages. Et quand on a une poignée de graines blondes à jeter devant soi pour la semence, que ce soit pour vous ou pour le pape, si on est un homme digne du nom, on est obligé de regarder le ciel. Ils regardèrent le ciel. C'étaient pour la plupart des montagnards, secs et tannés. Chez eux, le pain se moisit, la graine craquait dans leurs mains dures. Les jambes étaient prêtes, les bras, la tête, tout.
Le ciel était vu. « En avant !» crièrent les contremaîtres, et les 600 semeurs entrèrent en avant à travers la plaine de Roum. Les uns allaient droit devant eux face au nord et ils balançaient le bras, les autres face à l'est, les autres face au sud, face à l'ouest. Dans toutes les directions de la rose des vents, les hommes s'étaient mis à marcher pas à pas en balançant le bras. Le balancement de ce bras était d'accord avec le pas. Le pied droit s'avançait, la main entrait dans le sac. Le pied gauche s'avançait, la main sortait du sac. Le bras se balançait, la poignée de graines giclait au moment où le pied gauche se posait sur la terre. Et ainsi, pied droit, pied gauche, balancement de bras, roulement des hanches et des épaules. Tous ensemble, les hommes marchaient posément sur les sentiers invisibles et entrecroisés qui étaient les sentiers de semailles. La terre recevait les graines nues à pleine poignée. De temps en temps, les silhouettes de deux hommes très éloignés l'un de l'autre dans le vide des champs se rencontraient. C'était seulement un semblant, mais ça arrivait parce que l'un des semeurs allait vers l'est et l'autre vers l'ouest. Alors, d'abord, on les voyait s'approcher et venir en face l'un de l'autre, toujours posément, avec la noblesse lente de cette lourde marche utile, le corps un peu courbé par le poids du sac, la tête penchée pour regarder la terre, les pas, le bras, les pas, le bras, les deux hommes s'approchent, qui les fait avancer? Quelle est cette force lente et formidable qui les porte? Est-elle dans leurs jambes? On voit à peine les petites jambes noires s'ouvrir et se fermer. Est-elle dans ce bras qui bat l'air comme une aile? S'avance-t-il porté par l'air? Et ce bras est-il la rame, la nageoire, l'aile? Non, la force vient des jambes. On le voit maintenant. Le corps lourd et encore alourdi par le sac de grains danse sur les jambes. Le bras, c'est le rythme, le bras, c'est l'esprit. Le bras lance les graines, le bras commande, le bras est soumis. La graine vole. Ils s'approchent l'un de l'autre sans hâte. Encore un pas. 2, 3. Dans un moment, ils vont être comme les vis-à-vis à la danse sous les tilleuls. Ici, il n'y a pas de musique, sauf ce chuintement léger des graines lancées. C'est sourd et léger, mais il y a tant de mains qui lancent que peu à peu, au fond de l'air, il y a quand même la musique souple pour cette danse de lourdeur et de travail. Voilà, les deux hommes se font vis-à-vis, ils lèvent le bras, ils lèvent la jambe, ils s'avancent, ils s'approchent, ils se collent l'un à l'autre, les deux bras se lèvent, ils vont se frapper, ils vont se battre, ils lèvent le bras, il n'y a plus qu'un homme, en voilà encore deux, ils se sont croisés, ils s'éloignent sans hâte, au même pas, à la même cadence, les pas, le bras, les pas, le bras. Un va vers l'est, l'autre vers l'ouest, ils ne se sont pas vus, ils sèment le blé, le temps est clair. En un rien de temps, toute la plaine de Roum fut couverte d'oiseaux. Ils tournoyaient en grands remous à 5 ou 6 mètres au-dessus du sol. Ils criaient. Ils étaient comme des auréoles noires au-dessus des semeurs. Ils se mêlaient, ils se gonflaient en nuages. Ils se dispersaient dans le ciel. Ils s'abattaient dans les emblavures. Ils se relevaient. Ils flottaient en grandes troupes dans le ciel, comme un foulard chamarré d'or que le vent emporte. Devant le pas des semeurs fuyaient les bourrianes, les sauterelles à gros ventre bleu, les scarabées aux cuirasses de soie, les vers de terre couleur de fer, les hordes de fourmis. Quand les hommes arrivaient au bout du champ, ils faisaient la volte tous ensemble. Ceux qui avaient fait front au nord s'affrontaient au sud, ceux du sud allaient au nord, ceux de l'est, ceux de l'ouest tournaient et repartaient. Et dans toutes les directions de la rose des vents sur un passe-pied, les chemins recommençaient à se croiser à la trame inverse. Les pas, le bras, les pas, le bras, les insectes fuyaient de tous les côtés, les sauterelles claquaient, les fourmis sortaient de terre comme de l'écume d'eau, les oiseaux flottaient en criant, la terre se chargeait de grains. Dans le poignet des hommes, les premières douleurs commençaient à tordre les muscles. La musique était maintenant le bruit du blé, le cri des oiseaux, le claquement des élytres, le ronflement des fourmis. Le bruit étouffé des pas, le halètement des hommes, le ronflement des camions qui apportaient des sacs neufs, le hennissement lointain d'un cheval, et le grain tombait sur la terre. À mesure que la matinée s'avançait, le temps s'établissait de plus en plus pur et solide. Le ciel était d'une immobilité de pierre. Le soleil chauffait comme au gros de l'été. Les contremaîtres se mirent à courir le long de la troupe des semeurs. « Il faut tout finir aujourd'hui » crièrent-ils. « Le temps est trop dur, il ne tiendra pas. » Il y avait encore des hectares de terre où la graine n'était pas tombée. C'était le milieu du matin, même, plutôt vers la fin.
Les semeurs allongèrent le pas. Alors les contremaîtres recommencèrent à courir. « Gardez votre pas, plus vite, mais gardez la longueur du pas !» À un moment donné, Jourdan et Bobby vinrent remplir leurs sacs en même temps. Ils ne s'étaient pas parlé de toute la matinée. Un ici, un là-bas. « Le temps s'énerve, » dit Jourdan. Le plateau était plus près du ciel que les plaines. On voyait le bleu qui lentement se décomposait. « Le jour se finira, » dit Jourdan. Ils avaient encore 2 pièces de terre à semer. Ça n'était pas trop de travail. « Une pipe ?» dit Bobby. « Oui. » Il y avait un alisier en bordure avec encore un peu d'ombre. Ils allumèrent leur pipe, ils vinrent s'asseoir. Ils regardèrent le large du plateau. Ils étaient seuls sur tout ce large sans rien apercevoir, tout autour comme des perdus en mer. Ils écoutèrent. Du côté de la plaine de Roum, ils entendirent un bruissement sourd et régulier, pareil au bruit des eaux du fleuve. Du côté de Louvèze venaient des tintements de grelots. Tout le monde sème. Les autres doivent être sortis aussi, ici, dessus. Seulement on ne les voit pas. Le plateau semblait désert. Enfin, loin là-bas, au ras des terres, ils virent une silhouette noire et qui parut longtemps immobile, comme un tronc d'arbre. Puis, ils s'aperçurent qu'elle bougeait. Elle balançait le bras. Ce devait être Jacou. C'était dans sa direction. À la fin du matin, Marthe arriva. Bobby et Jourdan avaient recommencé à semer. Ils la virent marcher à travers les prés et venir. Elle portait la soupe. « Alors, les hommes ?» Ils balancèrent leurs bras encore un moment, puis ils se retournèrent. « Alors, la femme ?» Elle était déjà accroupie à l'ombre en train de dépaqueter le chaudron. On sentait une odeur de soupe au lard. « Il y a une chose drôle, » dit Jourdan. « Quand on sème, on fait toujours la soupe au lard, et quand on fauche, aussi. Va chercher pourquoi. C'est une habitude. »« Il faut toujours garder les habitudes, » dit Bobby. « C'est une chose naturelle, » dit Marthe. « Ce matin, le lard m'est venu dans les doigts sans que je le commande. »« Si ce n'était pas la soupe au lard, » dit Jourdan, « je ne croirais pas que j'ai semé. Je retournerai dans le champ pour voir si c'est vrai. Mais je sens la soupe au lard. Je sais que j'ai semé. » Marthe avait apporté 3 assiettes de grosses terres jaunes, profondes comme des gamelles. Elle y versa la soupe par la gueule du chaudron. Les choux blancs et le lard faisaient gicler le bouillon en tombant. Les assiettes, c'est du luxe, dit Jourdan. L'aise est facile, dit Marthe. Ça t'a pesé. Une commodité, dit-elle, qui sera plus convenable. Elle s'assit à côté d'eux à l'ombre de l'alisier. Les grains tombés sur la terre chaude exhalaient leur bonne odeur de semences, une odeur presque plus forte que l'odeur de la soupe et le parfum qui venait de Marthe, parfum de femme saine et de sueur. « Savoir, dit-elle, si vous avez semé sous les bonnes étoiles ?»« Oui, dit Bobby, tout à l'heure je les ai vues. Du côté du ciel d'où le soleil s'éloignait s'étendait une couleur d'eau, légèrement verte, transparente et tremblante et parfois parcourue d'une onctuosité luisante qui n'était ni nuage ni brume, mais seulement travail de l'automne dans le ciel. Et dans les profondeurs du ciel, malgré le plein jour de midi, on pouvait apercevoir quelques étoiles. Elles étaient absolument pareilles à des grains de blé. « Selon les occasions, dit Bobby, et le temps, voilà les étoiles qu'on voit à la saison des semailles. On les appelle des logis parce que, depuis longtemps, c'est en elles que se loge l'espoir ou le désespoir des travailleurs de la terre. »« On peut voir, dit-il, et il avala une cuillerée de soupe, le logis de l'aigle d'or, le logis du mouton, le logis de la couronne, le logis de la harpe et le logis du lion d'argent. Celles qu'on voit, dit Marthe, sont 5, si je compte bien, et elles sont en forme de triangle. La soupe, dit Bobby, a une valeur considérable. J'ai frisé les choux à la râpe, dit Marthe. Celles qu'on voit aujourd'hui, dit Bobby, c'est le logis de la harpe. Elles sont 7. 2 étaient cachées dans un gouffre. Regardez-les, elles sortent. On voyait maintenant 7 étoiles au-dessus des montagnes de Ruffin. Alors, dit Jourdan. La harpe, dit Bobby, c'était comme l'accordéon dans ces temps-là. Alors, dit Jourdan. Il avait regardé le large du plateau. La silhouette du lointain semeur avait disparu. Ils étaient seuls tous les 3.
Ils étaient seuls, Marthe et lui, à avoir près d'eux cet homme qui parlait des étoiles. Bobby mâchait le lard et le pain. Je vais te dire, ça indique joie et joie. Les autres les voient aussi? Oui, s'ils le regardent. Soyez sûr qu'ils ont regardé, dit Marthe, mais peut-être qu'ils n'en ont vu que 5. La plaine de Roum grondait toujours sourdement comme un fleuve. Le cygne est quand même le cygne, dit Bobby. Marthe écouta le bruit qui venait des fonds. Ils s'y sont mis durement, dit-elle. Nous avons aperçu Jacou, dit Jourdan. Oh, à peine, là-bas, loin, comme une mouche. Le temps est pour tous, dit Marthe. Personne n'a pu oublier ou remettre. Dans la plaine de Roum, la douleur semait. Chaque fois qu'ils serraient les grains dans la main, la douleur entrait dans leurs poignets comme un coup de couteau. Ils avaient mal aussi à l'endroit où l'épaule s'attache au cou. Il fallait semer de plus en plus vite, c'était 4 heures de l'après-midi. Sur toute l'étendue de la plaine, à force d'être piétinée, la croûte claire de la terre s'était mise à fumer sous les pas. Les semeurs marchaient dans un brouillard de poussière, ils ne se voyaient presque plus les uns les autres, sauf comme des ombres. Ils avaient les yeux craquants et sableux, la gorge terreuse. C'étaient des hommes de la montagne, habitués à l'air pur et léger. Ils avaient tous mal au poignet et à l'attache de l'épaule. Chaque geste était douleur. Ils avaient beau la chauffer en se forçant, c'était une douleur qui ne délayait pas à chaud, mais qui restait toujours cristallisée, quoi qu'on fasse. Chaque geste était douleur. Il fallait 3 gestes pour que le grain s'envole sur la terre. Il fallait faire 2 pas pour avoir le temps de faire ces 3 gestes. Au bout des 2 pas, les 3 gestes étaient faits. La poignée de graines était répandue sur la terre. Il y avait 3 douleurs, sans parler des douleurs intermédiaires. Une douleur au poignet, une au coude, une à la tache de l'épaule, sans parler de la douleur qui de temps en temps coulait dans l'os du bras, tout le long comme de l'eau dans un tuyau. Ils avaient environ encore plus de 100 kilomètres à faire en arpentant les champs dans toutes les directions de la rose des ventres, tous ensemble. Ils faisaient un peu moins d'1 pas par mètre, à peu près 1200 pas au kilomètre, 2 pas pour 3 douleurs, ça faisait de plus en plus mal. L'air chargé de poussière se respirait difficilement. Il donnait mauvais goût à la bouche, au nez, à la pensée, à l'espoir, à l'image de l'avenir. Avec 3 douleurs, on jetait une poignée de graines sur la terre. 300 graines, 200 épis, 20 grains par épi pour la récolte prochaine. Le patron était revenu après le déjeuner qu'il était allé prendre en ville dans sa salle à manger qui donne dans la ruelle tranquille des Observantines. Il était revenu et il avait vu la poussière. Il avait remonté les glaces de son auto. Il était resté là-dedans à attendre. Il avait tapé 2 ou 3 fois à la vitre. Le contremaître était venu chaque fois. Le patron n'avait seulement pas parlé, il avait fait voir son bracelet-montre à travers la glace. Le contremaître avait fait « oui » avec la tête. Il s'était mis à courir le long de la troupe des semeurs. « Plus vite, les gars, plus vite !»« Merde !» lui avait répondu un grand blond. Ce n'était pas le moment de se fâcher pour ça. Somme toute, se disait-il, le contremaître, il a raison. Il courait après les autres semeurs. « Plus vite, les gars, plus vite ! 5 heures, il faut finir !» Il se disait que dans les greniers, il restait beaucoup de grains de l'an passé, parce que ça n'avait pas fait l'affaire de vendre à bas prix. Le grain se moisissait. Tant pis. « Plus vite, les gars !» C'étaient des hommes de la montagne. Ils ne pouvaient même plus se souvenir du pays. Il y avait à peine 3 jours qu'ils l'avaient quitté, ils s'étaient loués pour semer dans la plaine de Roum. Ils semaient dans la plaine de Roum. Il était 5 heures du soir, ils ne pouvaient plus se souvenir du pays qu'ils avaient quitté il y a 3 jours. Il semblait qu'ils l'avaient quitté depuis des ans et des ans d'enfer. Il y avait les 3 douleurs, une au poignet, une au coude, une à la tache de l'épaule, 3 douleurs, 2 pas, une poignée de graines. Ils étaient 600, la terre fumait, plus de 100 kilomètres à faire dans tous les sens. C'est 5 heures, il faut finir ce soir. Plus vite, les gars, plus vite, mes petits-enfants, vite, mes pigeons, il faut finir ce soir, chantez, qui sait chanter ? Moi, dit le grand blond. Il était à bout de force. Les 3 douleurs s'étaient subitement dressées dans sa chair comme des saintes de marbre et il ne pouvait plus. Non, il ne pouvait plus. Il était prêt à faire n'importe quoi. « Chante !» dit le contremaître. Il chanta. « Chante !» lui dit le contremaître à voix basse. « Mais chante vite, comme ça ils s'aiment vite, ils ne s'en aperçoivent pas. »
Le grand blond reposait ses bras, il ne semait plus. Il marchait paisiblement au pas à côté des autres semeurs. Ils étaient là, 5 copains qui étaient de son village. Il chanta vite. Il ne demandait plus qu'une chose, lui, marcher, les bras ballants. Il aurait fait n'importe quoi pour ça. Le soir était beau. Jourdan siffla. Il venait de jeter la dernière poignée. Bobby avait encore à jeter 3 poignées pour que la terre soit entièrement couverte. Il en jeta 2, puis ce fut la dernière. Il s'arrêta, il se retourna, il répondit au sifflet. C'était fini. Le soir était doux comme de la sève de saule. Ils se rejoignirent sous la lisier. À l'horizon était encore la silhouette du semeur lointain, peut-être Jacou, gros comme une mouche. Il était arrêté, il devait avoir terminé aussi. Le soir était paisible et fait pour le repos. On vit arriver le cerf et toute sa harde. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Bobby était en train d'épousseter les sacs. « Les voilà », dit Jourdan. Et Bobby comprit tout de suite qu'il voulait parler du cerf, des biches et des faons. C'était une harde sauvage et elle semblait être créée pour la musette et le doux du cœur. Le cerf appela vers les 2 hommes, mais il n'avança pas. Il s'arrêta de l'autre côté du champ. Il tendit son cou, ouvrit la gueule et ronfla une sorte de longue phrase où revenaient 3 espèces de syllabes et de claquements de langue. Cela dura très longtemps. La tête basse, il avait l'air d'expliquer quelque chose. Derrière lui, les biches et les faons s'étaient entassés et on ne voyait que des oreilles tremblantes. Le cerf s'arrêta de parler. Il attendit la réponse. Bobby siffla. « Attends, » dit Jourdan, « je siffle moi aussi. » Il en avait envie. Il siffla. Le cerf écouta la voix des 2 hommes. Il resta un moment immobile, la tête haute. Il tenait tout le ciel du soir dans ses branches, puis il se mit à marcher sur une ligne circulaire qui faisait le tour de la lisier. Il avait un pas noble et sec qui lui secouait tout le cou. Ses bois s'étaient élargis et gonflés. Ils sortaient de son front épais et noir comme des racines de chêne. Derrière lui, à la file, venaient les biches à petits pas légers et pressés. Elles étaient obligées de s'arrêter de temps en temps pour ne pas dépasser le mâle. Puis venaient les faons. Il y en avait 5. Ils étaient roux comme des renards. Ils firent ainsi tout le tour de la lisier, à une distance peut-être de 40 ou 50 pas, puis toujours à la même allure, le cerf dénoua la ronde et s'en alla vers le large du plateau, en direction de cet endroit où le lointain semeur s'était montré quelquefois. Enfin, le cerf se mit à galoper. Toute sa famille le suivit. Les faons sautaient de tous les côtés, mais ils avaient de bonnes jambes et ils ne se laissaient pas distancer. Ils ne furent bientôt plus tous qu'une pelote de poussière, puis plus rien. Le soir redevint silencieux. « Attends, dit Jourdan. Asseyons-nous, rien ne presse. »« Le temps est si doux, dit Bobby, qu'il semble qu'on est en plein été et qu'on nage dans une eau tiède. »« Je le sens, dit Jourdan, jusque dessous les bras. » Il dressa son bras. Il découvrit son aisselle poilue, touffue comme un nid. Il se la caressa du bout des doigts. Le vent léger la rafraîchissait. Les champs étaient bien engraissés de graines. Maintenant, il faudrait qu'il pleuve. Il pleuvra. Le Rhône est chargé, le fond du ciel est louche. Très loin dans le soir, du nord au sud, pesait une formidable barre de vapeur noire. En arrivant à sa ferme, Jacou eut soif. Il avait semé tout le jour. Sa bouche avait le goût de la balle de blé et de la terre. « J'ai vu, dit-il, là-bas au fond, du côté de la Jourdaine, 2 petites choses grosses comme des mouches. Ça devait être Jourdan et Bobby. » Il s'en alla jusqu'à sa cave. C'était un silo étroit, creusé dans un tertre à 20 pas derrière la ferme. C'était bouché par une porte de pierre. Dedans, ça faisait la chambre. Il entra. C'était frais et ça sentait la racine. Il mâchait dans sa bouche le goût de terre et de blé. Dans l'ombre, il savait où se trouvait le puise-bois. C'était une grosse écuelle creusée dans un billot de bouleau. Il la mit sous la chante-pleurs et il la remplit. Il but à même. Le goût du blé et de terre descendit dans son ventre. Dans sa bouche,
Il eut le goût du vin, c'était son vin, c'était du vin neuf, fait d'un mois avec les raisins de 20 rayons de pauvres vignes. C'était un peu vert, mais c'était fait. Plus de douceur. Toute la douceur du raisin était changée en âpreté sur la langue et dans cette chaleur qui lui flambait soudain au boyau. « La vie est belle, » dit-il. Il remplit le puise-bois, le vin faisait écume noire, l'écume pétillait au ras des lèvres, le bord des lèvres se chatouillait, l'ardeur lui serra les bourses et son membre se durcit dans ses pantalons. « Ce vin, dit-il. » Il fit claquer sa langue. « Connaît-on beaucoup d'auberges où du soir jusqu'au matin, des filles demeurent vierges ?» Il avait envie de chanter. Il avait envie de dire « blé, blé ». Blé dans des musiques avec des accordéons et des fifres et des mouvements de jambes. Il avait envie de danser avec une jeune femme qui sent la sueur, se la plaquer contre, sentir son entrejambe, la main sur les fesses, danser. En avant la musique. 75. Oui monsieur, rien de moisi. On n'est pas des bourgeois. Ce n'est rien de faire un crime quand on est bien outillé. Il but encore au puise-bois. Le vin était sournois, il fut soudain tout relâché de ses soucis et ses muscles se détendirent comme les cordes du grand char quand on a vidé le foin et qu'elle claque contre les ridelles. Il sortit devant la porte. Le soir était calme et bleu. Jacou n'avait plus que la force de chanter. On ne pourra jamais savoir le nombre de tant de victimes. On les porte à 53, qu'a relevé le domestique. Frémissez toute nation des crimes de cette maison. Il se cura la gorge. « Viens, ivrogne !» cria Barbe. « Viens, Dieu de la terre, la soupe est versée. » L'an 1833, justement le 2 octobre, devant la maison des forfaits, vers midi fut leur dernier rôle. 30 000 témoins voyaient tomber la tête aux 3 brigands. Après le dîner, Bobby vint s'asseoir devant la Jourdane. C'était la nuit. On voyait toutes les étoiles, sauf celles cachées sous les nuées qui montaient du Rhône. Il y avait le logis de l'Aigle d'Or qui signifie pureté et courage. Il y avait le logis de la Couronne qui signifie que la récompense est éternelle. Il y avait le logis du Lion d'Argent qui signifie que la bonté du cœur se voit. Mais il n'y avait plus le logis de la harpe qui signifie joie et musique de joie. Aimer, aimer, dit Bobby. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Ce mot est fade comme de la soupe de pain.